Le SMS est arrivé à 21h17. 4 mots. Je vais encore bien. N'importe qui d'autre y aurait jeté un coup d'œil distrait avant de passer à autre chose, mais j'ai failli lâcher ma tasse de café. Parce que 30 ans plus tôt, assise dans une petite brasserie miteuse à la sortie de l'école militaire de Saint-Mexan, j'avais enseigné à ma petite sœur exactement ce que ces mots signifiaient. Si elle était en sécurité, elle devait écrire « Je vais bien ». Si elle était surveillée, contrôlée ou forcée de prétendre que tout allait pour le mieux, elle devait écrire « Je vais encore bien ». Un seul mot de plus. C'était toute la différence. Ce mot signifiait qu'il y avait un problème. Ce mot signifiait qu'elle avait besoin d'aide. Ce mot signifiait que j'avais 15 minutes pour décider si je réagissais de manière excessive ou si ma sœur était réellement en danger. 15 minutes plus tard, j'étais déjà au volant, roulant vers sa maison. Et pour la première fois en 20 ans, j'utilisais des compétences que je pensais avoir laissées derrière moi en prenant ma retraite de l'armée de terre. Mon beau-frère m'avait toujours perçu comme sa belle-sœur tranquille et effacée. Il était sur le point d'apprendre à quel point il se trompait. J'ai pris ma retraite de l'armée à 56 ans. 20 ans sous l'uniforme m'avaient appris beaucoup de choses, mais la leçon la plus importante était sans doute de savoir quand ne pas parler de soi. Un nombre surprenant de gens passent leur vie à essayer d'impressionner des inconnus, je n'en ai jamais vu l'intérêt. Après ma retraite, je me suis installée dans une petite maison de campagne à la périphérie d'Orléans. Ce n'était pas luxueux. La terrasse avait besoin d'un coup de peinture. Les parterres de fleurs luttaient constamment contre les mauvaises herbes. La boîte aux lettres penchait légèrement vers la gauche, peu importe le nombre de fois où je la redressais. J'en aimais chaque recoin. La plupart des matins, je me réveillais avant l'aube, je préparais du café et je m'asseyais sur le perron pour écouter les oiseaux s'éveiller. Personne ici ne savait grand-chose de mon passé. Pour eux, j'étais simplement Isabelle Roche, une femme discrète qui aimait le jardinage, une veuve qui faisait du bénévolat à la SPA locale, une femme qui cuisinait des clafoutis pour les kermesses de la paroisse. Je préférais qu'il en soit ainsi. L'armée avait déjà pris assez d'années de ma vie. Je n'avais pas besoin de les trimballer dans chaque conversation. Ma petite sœur, Chloé, vivait à environ 40 minutes de là. Elle avait 4 ans de moins que moi et avait toujours été la plus douce de nous deux. Quand nous étions enfants, je grimpais aux arbres pendant que Chloé cueillait des fleurs. Je me battais, et Chloé s'excusait pour moi. Je m'étais engagée dans l'armée, tandis que Chloé était devenue documentaliste dans un collège. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous étions toujours restés proches, surtout après le décès de nos parents. Pendant des années, chaque dimanche était devenu notre tradition. Un déjeuner ensemble, un café après. Et quelques heures à discuter de rien d'important. Ces après-midi comptaient pour moi plus que je ne l'ai jamais admis. Chloé avait épousé Marc au bout de 8 ans de vie commune. Au début, je l'aimais bien. La plupart des gens l'aimaient. Marc était charmant quand il le voulait. Il serrait les mains fermement, se souvenait des anniversaires. Racontait des histoires drôles lors des barbecues et aidait les voisins à déplacer des meubles. C'était le genre d'homme que les gens décrivaient comme un « brave type ». Mais le charme peut cacher bien des choses. La première fois que j'ai remarqué quelque chose d'étrange, c'était environ 3 ans après leur mariage. Chloé a cessé de prendre des décisions. Pas de façon flagrante ou dramatique, juste pour des petites choses. Je lui demandais où elle voulait manger et elle regardait Marc d'abord. Je lui demandais si elle voulait venir passer un week-end chez moi et elle vérifiait avec Marc. Je demandais quel film elle voulait voir et Marc répondait pour elle. Au début, je me suis persuadée que j'imaginais tout cela. Puis le schéma s'est répété année après année. Des petits morceaux de ma sœur semblaient disparaître. Un dimanche après-midi, alors que Chloé était dans la cuisine, Marc s'est assis en face de moi sur leur terrasse. Il a pris une gorgée de bière et a ri en disant « Tu sais, Isabelle, je ne pense pas que tu aies déjà eu un vrai travail stressant. » J'ai souri en demandant « Ah bon ?» Il a fait un geste vers les fleurs. « Tu as toujours l'air tellement relaxé. » J'ai failli éclater de rire. J'avais passé des années à dormir sous des tentes, à survivre à la chaleur du désert, à commander des soldats et à prendre des décisions de vie ou de mort. Mais j'ai simplement répondu « C'est une façon de voir les choses. » Marc a ricané. Je veux dire, c'est Chloé la plus solide. Elle a toujours été la plus responsable. Je l'ai observée attentivement. Pas parce que ses paroles m'offensaient, mais à cause de la façon dont il les disait. Il y avait quelque chose sous la plaisanterie, quelque chose de méprisant, quelque chose qui suggérait qu'il aimait sous-estimer les gens, surtout les femmes. Après cela, des commentaires similaires sont devenus courants. Isabelle est trop gentille pour le monde réel. Isabelle ne comprend rien aux affaires. Isabelle s'inquiète trop. Isabelle passe ses journées avec ses fleurs et ses chiens. Chloé avait généralement l'air mal à l'aise quand il parlait ainsi, mais elle ne le contredisait jamais. Cela me dérangeait plus que les remarques de Marc. La sœur avec qui j'avais grandi n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. La femme assise à côté de lui semblait avoir peur de quelque chose, je n'arrivais juste pas à comprendre quoi. Au cours des 2 années suivantes, les changements sont devenus difficiles à ignorer. Chloé a cessé de répondre aux appels immédiatement. Elle allait rarement quelque part seule. Son cercle social s'est rétréci. Les amis ont cessé de passer. Les réunions de famille sont devenues moins fréquentes. Quand je lui demandais si tout allait bien, elle souriait toujours.
Toujours. Exactement le même sourire. Le sourire que les gens portent quand ils ne veulent pas discuter de la vérité. Un après-midi, en l'aidant à ranger le garage, j'ai remarqué des ecchymoses près de son poignet. Mon estomac s'est noué. J'ai demandé ce qui s'était passé. Elle a immédiatement baissé sa manche en disant « Rien, Isabelle, je me suis cognée contre une étagère ». La réponse est venue trop vite, trop répétée. Je n'ai pas insisté. Pas à ce moment-là. La pression pousse souvent les gens effrayés à se replier sur eux-mêmes. Des années de commandement m'avaient appris cela. Au lieu de cela, je suis restée patiente, j'ai observé et j'ai attendu. Des mois ont passé. Puis, un soir, près de 30 ans après sa création, notre vieux code d'urgence est revenu. À l'époque où j'étais une jeune officière, Chloé s'inquiétait constamment pour moi. Elle s'inquiétait pendant mes déploiements, pendant les exercices d'entraînement, dès qu'elle ne pouvait pas me joindre. J'avais donc créé un système de communication simple. Si l'une de nous avait besoin d'aide mais ne pouvait pas le demander directement, nous utiliserions des phrases spécifiques. C'était censé être une blague, un jeu entre sœurs, quelque chose dont nous n'aurions probablement jamais besoin. Du moins, c'est ce que nous pensions. Pendant des décennies, aucune de nous ne l'avait utilisé jusqu'à cette nuit-là. À 21h17, mon téléphone a vibré. Un SMS de Chloé. Je vais encore bien. Rien d'autre, pas d'émoji, pas d'explication, juste 4 mots. J'ai fixé l'écran. Tous mes instincts se sont réveillés. Les gens imaginent souvent l'entraînement militaire comme une affaire d'armes ou de combat. Ils ont tort. La compétence la plus précieuse que j'ai apprise est de reconnaître les schémas. Et quand les schémas changent soudainement, il faut faire attention. Chloé n'avait pas envoyé ce message par accident. Elle avait choisi chaque mot avec soin, délibérément. Pendant un long moment, je suis restée assise en silence. Le café dans ma main a refroidi. Dehors, l'air du soir était devenu immobile. Puis j'ai ouvert mes contacts, non pas pour appeler Chloé, pas encore, car si elle était surveillée, un appel pourrait aggraver les choses. Au lieu de cela, j'ai commencé à recueillir des informations comme j'avais été formée pour le faire pendant 20 ans. Lentement, méthodiquement, sans panique, sans supposition. En quelques minutes, je savais déjà une chose avec certitude, quelque chose n'allait pas du tout. Et pour la première fois depuis des années, j'avais le sentiment indéniable que ma sœur me demandait de venir la chercher. La première règle de la gestion de crise est simple, ne laissez pas la peur prendre des décisions pour vous. La deuxième règle est encore plus importante, rassemblez les faits avant d'agir. J'ai répété ces 2 règles en silence en posant mon café et en me rendant dans mon bureau. La plupart des gens supposent qu'après la retraite, les habitudes militaires disparaissent. C'est faux. Pas les plus utiles. La discipline reste avec vous. La capacité de rester calme reste avec vous. L'instinct d'évaluer les situations objectivement reste avec vous. En moins de 60 secondes, j'avais un bloc-notes sur mon bureau, un stylo, mon ordinateur ouvert et une chronologie qui se formait déjà dans ma tête. 21h17 messages reçus. Je vais encore bien. La phrase elle-même ne suffisait pas à me dire exactement ce qui se passait, mais elle me disait une chose cruciale. Chloé pensait qu'elle ne pouvait pas parler librement. Cela réduisait considérablement les possibilités. J'ai noté chaque interaction que nous avions eue au cours du mois précédent. Chaque appel, chaque visite, chaque détail inhabituel. Le processus me semblait familier, non pas parce que je menais une enquête dramatique, mais parce que je cherchais des schémas récurrents. Ces schémas révèlent des vérités que les émotions masquent souvent. La première chose qui m'a frappée, c'est le peu de temps que j'avais passé à parler à Chloé récemment. 3 ans plus tôt, nous nous parlions presque quotidiennement. Maintenant, il arrivait que 4 ou 5 jours passent entre 2 conversations. Sur le moment, j'avais mis cela sur le compte de la vie, des emplois du temps, de l'âge ou des responsabilités. Maintenant, je n'en étais plus si sûre. J'ai parcouru l'historique de nos messages. Une réalisation inconfortable s'est installée dans mon estomac. Presque chaque conversation se terminait brusquement. Presque chaque appel durait moins de 10 minutes et presque chaque visite de week-end avait été annulée par Marc. Pas par Chloé. Par Marc. J'ai souligné son nom plusieurs fois. Puis j'ai repris mon téléphone. Mon premier appel n'a pas été pour la gendarmerie. Ni pour Chloé. Ni même pour Marc. C'était pour une femme nommée Diane. Diane habitait 2 maisons plus loin que Chloé. C'était une infirmière retraitée, amicale et observatrice, le genre de voisine qui remarque tout. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Isabelle, tout va bien? Je ne suis pas sûre. Il y a eu une brève pause. Qu'est-ce qui se passe? J'ai choisi mes mots avec soin. Quand as-tu vu Chloé pour la dernière fois? Une autre pause, plus longue cette fois. C'est une question étrange. C'était quand déjà? Diane a Soupire. Il y a quelques jours. Comment elle semblait? Silence. Puis un autre soupir. Et soudain, j'ai su. Parce que les gens n'hésitent ainsi que lorsqu'ils décident s'ils doivent dire la vérité ou non. Pas bien, a fini par dire Diane. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas exactement. Dis-moi quand même. Diane a baissé la voix, je les ai entendus se disputer. J'ai regardé par la fenêtre.
La nuit semblait soudainement plus froide. Combien de fois? De plus en plus ces derniers temps. De la violence physique? Je ne sais pas, cette réponse semblait honnête. Elle n'exagérait pas, elle ne devinait pas, elle ne savait tout simplement pas. Quel genre de dispute? Marc qui crie, ma mâchoire s'est contractée. Chloé qui pleure, surtout. J'ai fermé les yeux un instant. Des années auparavant, lors des briefings de déploiement, nous discutions souvent des indicateurs. Un indicateur seul ne signifie pas grand-chose, mais plusieurs indicateurs ensemble créent un schéma, et j'en voyais un se dessiner. Autre chose? Ai-je demandé. En fait, Diane a encore hésité. Quoi? Je n'ai pas vu Chloé conduire dernièrement. Cela a attiré mon attention. Chloé Adorate Conduire. Elle avait toujours fait des escapades le week-end, des virées en librairie, des pauses café. La conduite représentait la liberté pour elle. Depuis combien de temps? Peut-être 2 mois. 2 mois. Je l'ai noté immédiatement. Autre chose? Une autre pause. Marc a renvoyé leur femme de ménage il y a environ 3 semaines. C'était étrange. Chloé avait de l'arthrose dans les 2 genoux. L'aide ménagère l'aidait car certaines tâches étaient devenues difficiles. Pourquoi Marc supprimerait-il soudainement ce soutien, à moins que l'isolement ne soit l'objectif? Ma carrière militaire m'avait appris une chose inconfortable sur le contrôle. Les gens qui cherchent à contrôler commencent rarement par des actes dramatiques. Ils commencent petits. Ils suppriment les systèmes de soutien. Ils limitent l'indépendance. Ils restreignent la communication, rétrécissant progressivement le monde de l'autre. Au moment où les étrangers le remarquent, les dégâts sont souvent considérables. Quand j'ai raccroché, je suis restée assise tranquillement pendant plusieurs instants, non pas parce que j'étais choquée, mais parce que je ne l'étais pas. Au fond de moi, je m'inquiétais depuis des années. Maintenant, les preuves rattrapaient simplement mon instinct. J'ai vérifié l'heure. 21h31, 14 minutes s'étaient écoulées depuis l'arrivée du SMS. J'ai ouvert les réseaux sociaux. Chloé n'avait rien publié depuis des semaines. Ce n'était pas normal. Elle aimait les livres, les bibliothèques, les photos de son jardin. Il y avait toujours quelque chose. Là, il n'y avait rien. Ensuite, j'ai vérifié un groupe Facebook de quartier. Plusieurs publications récentes mentionnaient Marc. Pas directement, mais indirectement. Un boicín se plaignait de disputes bruyantes. Un autre mentionnait que la gendarmerie avait été appelée quelque part dans la rue plusieurs semaines auparavant. Aucun nom n'était listé. Pourtant, c'était encore des pièces du puzzle, d'autres schémas, d'autres raisons de s'inquiéter. Puis une autre chose m'est venue à l'esprit. J'ai ouvert un dossier contenant des documents familiaux, des anniversaires, des adresses, des contacts d'urgence. Des années plus tôt, Chloé m'avait donné accès à plusieurs choses en cas d'urgence. La plupart des gens ne pensent jamais à la planification d'urgence jusqu'à ce qu'ils en aient besoin. Les familles de militaires pensent différemment. La préparation devient une seconde nature. Un fichier contenait les coordonnées du médecin de Chloé, un autre listait ses médicaments. Tout semblait normal. Puis j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose. Une mise à jour récente n'était pas là. Chloé mettait habituellement tout à jour méticuleusement. Cette absence me dérangeait. Les petits détails comptent, surtout quand quelqu'un qui est habituellement organisé cesse soudainement de l'être. À 21h34, j'ai pris une décision. J'irai chez elle. Pas demain. Pas au matin. Maintenant. Avant de partir, j'ai envoyé un SMS soigneusement formulé. Pas à Chloé, mais à Marc. Juste assez pour établir une base de contact, juste assez pour voir comment il répondrait. Je pense passer vous voir demain. J'espère que vous allez bien tous les deux. La réponse est arrivée moins d'1 minute plus tard. Trop vite. Presque comme s'il avait les yeux fixés sur son téléphone. On va bien. Aucune mention de Chloé. Pas de salutation. Pas de chaleur. Juste 3 mots. On va bien. Pas elle va bien. Pas Chloé te dit bonjour. On va bien. Le contrôle se révèle souvent dans le langage. J'avais vu ce schéma de nombreuses fois auparavant. J'ai pris mes clés, mon sac, une veste légère. Puis je me suis arrêtée près de la porte d'entrée. La maison était silencieuse. L'horloge comptoise dans mon couloir marquait le temps de façon régulière. Pendant un instant, j'ai ressenti le poids de l'âge, non pas l'âge physique, mais l'âge émotionnel, la réalisation qu'après toutes ces années, j'allais peut-être entrer dans une nouvelle crise. J'avais passé des décennies à protéger des soldats, à guider de jeunes hommes et femmes à travers des situations dangereuses, à aider des familles lors d'appels difficiles. Je pensais que ce chapitre de ma vie était terminé. Apparemment non. Alors que je verrouillais la porte derrière moi, l'air de la nuit était frais contre mon visage. Le trajet prenait normalement 40 minutes. Je l'ai fait en 32, non pas parce que je roulais imprudemment, mais parce que mon esprit était déjà passé en mode opérationnel. Observer, évaluer, répondre. Le rythme familier revenait sans effort. Au moment où j'ai atteint le quartier de Chloé, la plupart des maisons étaient sombres. Les lumières des porches brillaient doucement. Des arroseurs automatiques cliquetaient quelque part au loin. Tout semblait paisible.
Trop paisible. Je me suis garée à une demi-rue de là. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Je voulais observer avant d'annoncer ma présence. En marchant lentement sur le trottoir, j'ai étudié la maison. Des lumières étaient allumées au rez-de-chaussée, une à l'étage. Le garage était fermé. Aucun signe évident de trouble, pas de gendarmerie, pas d'ambulance, pas d'urgence visible. Pour n'importe qui d'autre, cela semblait parfaitement normal. Puis je suis arrivée sur le côté du jardin et je me suis figée. À travers un mince interstice entre les rideaux, je pouvais voir une partie du salon. Chloé était assise sur le canapé. Ses épaules tremblaient. Elle pleurait. Et debout près de l'encadrement de la porte, il y avait Marc qui la regardait. Il ne la réconfortait pas, il ne parlait pas, il se contentait de regarder. Puis il s'est dirigé vers la porte d'entrée, a vérifié le verrou et l'a refermé à clé. Mon rythme cardiaque a ralenti. Pas accéléré, mais ralenti, comme il le faisait toujours quand une situation devenait claire, car l'incertitude venait de se transformer en certitude. Chloé n'avait pas imaginé le danger, et moi non plus. Quelque chose n'allait pas du tout à l'intérieur de cette maison. Et pour la première fois de la nuit, j'ai cessé de me demander si ma sœur avait besoin d'aide. Maintenant, je devais trouver exactement comment la sortir de là. Pendant près d'une minute, je suis restée dans l'ombre près de la haie, observant la fenêtre du salon. Chloé restait immobile sur le canapé. Marc faisait les 100 pas, encore et encore. Chaque mouvement dégageait la même énergie agitée que j'avais vue maintes fois auparavant, non pas dans des maisons familiales, mais dans des briefings de commandement, dans des audiences disciplinaires, dans des pièces où les gens savaient qu'ils perdaient le contrôle et essayaient désespérément de le reprendre. La différence était que les soldats finissaient par accepter leurs responsabilités. Les gens comme Marc, généralement, ne le faisaient pas. Je l'ai vu s'arrêter près de Chloé. Il a dit quelque chose. Je ne pouvais pas entendre les mots à travers la vitre, mais j'ai vu les épaules de ma sœur se contracter. Puis elle a hoché la tête, un petit hochement de tête vaincu. Marc s'est éloigné à nouveau. La vue m'a serré le cœur. Pas de colère, pas encore. De la tristesse, parce que je me souvenais de qui Chloé était autrefois. La femme assise sur ce canapé n'était pas la sœur qui avait jadis conduit 6 heures sous une tempête de neige pour m'aider à emménager dans mon premier appartement. Ce n'était pas la femme qui organisait des programmes d'alphabétisation communautaire. Ce n'était pas la femme qui pouvait faire rire toute une pièce avec une seule blague parfaitement placée. Cette Chloé-là semblait plus petite, comme quelqu'un qui avait passé des années à s'excuser de simplement exister. J'avais déjà vu cela se produire. Le contrôle change les gens, pas du jour au lendemain, mais lentement, une concession après l'autre, un compromis après l'autre. Une humiliation après l'autre, jusqu'à ce qu'ils ne se reconnaissent plus eux-mêmes. Je me suis éloignée de la fenêtre et j'ai marché vers le perron. Plus de temps pour l'observation, il était temps d'établir le contact. La lumière du porche éclairait les marches alors que je les montais. Puis j'ai sonné. À l'intérieur, le mouvement s'est arrêté immédiatement. 10 secondes ont passé, puis 20. La porte s'est finalement ouverte. Marc se tenait là, vêtu d'un jean et d'un polo gris. Pendant une fraction de seconde, la surprise a traversé son visage. Puis le sourire familier est apparu, celui qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait paraître charmant. Isabelle. J'ai souri poliment. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais dans le coin. C'était manifestement un mensonge et nous le savions tous les deux. Son sourire s'est légèrement crispé. À 10 heures du soir. Je voulais prendre des nouvelles de Chloé. Elle va bien. C'était encore là. Pas, je vais la chercher. Pas entre. Pas, demande-lui toi-même. Juste une affirmation. Elle va bien. J'ai regardé par-dessus son épaule vers le salon. J'aimerais quand même la voir. Marc a déplacé le poids de son corps, un mouvement infime que la plupart des gens ne remarqueraient pas. Je l'ai remarqué parce que l'hésitation en révèle souvent plus que les mots. Elle est fatiguée. Je suis sûre qu'elle peut en décider elle-même. Le sourire a disparu totalement, seulement pendant une seconde, mais il a disparu. Puis Chloé est apparue dans le couloir. Quand elle m'a vue, quelque chose a vacillé sur son visage. Du soulagement, pas de l'excitation, pas de la surprise, mais du soulagement. Cela m'a tout dit. Isabelle. Sa voix semblait tendue. J'ai immédiatement remarqué plusieurs choses. Les yeux rouges, les paupières gonflées. Une légère ecchymose près de son poignet et quelque chose d'encore plus troublant. Elle ne regardait pas Marc directement. Pas plus d'une seconde. Les gens n'évitent pas le contact visuel avec quelqu'un en qui ils ont confiance, pas de façon répétée, pas de façon instinctive. Je m'inquiétais pour toi, ai-je dit. Chloé a ouvert la bouche, puis a jeté un coup d'œil vers Marc avant de me regarder à nouveau. Je vais bien. Les mots semblaient répétés, de la même manière que son sourire semblait forcé. De la même manière que tout dans cette interaction semblait mis en scène. Marc a fait un petit pas en avant, pas assez pour que ce soit évident, juste assez pour s'insérer entre nous. Tu vois, a-t-il dit, tout va bien. J'ai regardé Marc droit dans les yeux. Je ne m'adressais pas à toi. Le silence qui a suivi a duré peut-être 2 secondes, mais il a semblé beaucoup plus long. Marc a cligné des yeux. Chloé avait l'air stupéfaite. Apparemment,
Personne ne lui avait parlé ainsi depuis longtemps. Interessant. Je me suis retournée vers ma sœur. Je peux entrer? Un autre coup d'œil vers Marc. Une autre hésitation. Puis elle a hoché la tête. Bien sûr. Marc voulait clairement refuser, mais le faire aurait paru suspect, même lui le comprenait. À contre-cœur, il s'est écarté. Dès que je suis entrée dans la maison, mes instincts ont crié plus fort. Pas à cause de quelque chose de dramatique, mais à cause de petites choses, de très petites choses que la plupart des gens négligent. Une caméra de surveillance montée dans un coin du salon. Une autre pointée vers la cuisine. Une près du couloir. Trop de caméras pour une maison normale, surtout à l'intérieur. La disposition des meubles avait changé. Le fauteuil de lecture de Chloé n'était plus là. Ses bibliothèques avaient été réduites de moitié. Les photos de famille manquaient sur plusieurs murs. À la place, des citations de motivation encadrées étaient accrochées. Contrôle, contrôle, contrôle. Partout où je regardais, j'en voyais des preuves. Nous nous sommes assis au salon. Marc a choisi le fauteuil le plus proche de Chloé, pas à côté d'elle, mais près d'elle, se positionnant comme un garde. J'ai passé les 20 minutes suivantes à faire la conversation de rien du tout. La météo, les événements de la paroisse, les potins du quartier. Pendant tout ce temps, j'ai observé et écouté. Plus important encore, j'ai observé ce que faisait Marc. Chaque question adressée à Chloé recevait la même réponse. Elle commençait à répondre, Marc l'interrompait. Elle proposait une opinion, Marc la corrigeait. Elle racontait une histoire, Marc la terminait pour elle, encore et encore. Finalement, j'ai délibérément testé quelque chose. Chloé, tu fais toujours du bénévolat à la bibliothèque le jeudi? Avant qu'elle ne puisse répondre, Marc a parlé. Plus maintenant. J'ai gardé mes yeux fixés sur ma sœur. J'ai demandé à Chloé. La pièce est devenue très silencieuse. Chloé fixait ses mains. Marc s'est penché en arrière lentement, sa mâchoire s'est contractée et j'ai soudain compris une chose cruciale. Il ne s'inquiétait pas de moi. J'étais juste une gêne pour lui. Pour Marc, je n'étais pas une menace. J'étais simplement un inconvénient, une sœur aînée fouineuse, une retraitée qui s'occupait de ses fleurs. Quelqu'un qu'il pensait pouvoir écarter d'un revers de main. Son arrogance était presque impressionnante. Après 10 autres minutes, je me suis levée. Je devrais y aller. Chloé avait l'air déçue. Cela m'a fait plus de mal que je ne l'aurais cru car cela me disait qu'elle ne voulait pas que je parte. Marc m'a pratiquement escortée vers la porte, pas impoliment, mais avec empressement. En arrivant sur le perron, je me suis tournée vers Chloé. Est-ce que tu pourrais m'aider à porter quelque chose jusqu'à ma voiture? Marc a répondu instantanément, quoi? J'ai souri. Un carton de livres. Il n'y a pas de livres. J'ai haussé les épaules. Alors aide-moi à porter des livres imaginaires. Pour la première fois de la soirée, Chloé a failli sourire. Et parce que refuser aurait semblé ridicule, Marc a accepté à contre-cœur. Dès que nous avons été seuls dehors, j'ai parlé à voix basse. C'est grave à quel point. Le visage de Chloé s'est effondré. Pas de façon spectaculaire, juste assez pour que je voie la vérité. Des larmes ont immédiatement rempli ses yeux. Oh, mon Dieu! C'est tout ce qu'elle a dit. 3 mots, mais il portait des années d'épuisement. J'ai pris sa main doucement. Il te fait du mal? Elle a secoué la tête, puis a hésité, puis a hoché la tête. Pas physiquement, souvent. Mais assez. Assez. La réponse est tombée comme une pierre dans ma poitrine. Depuis combien de temps? Sa voix s'est brisée. 2 ans. 2 ans. Ma sœur vivait dans la peur depuis 2 ans et je ne l'avais pas su. La culpabilité m'a frappé fort, plus fort que la colère, plus fort que l'indignation. Parce que chaque frère ou sœur aîné croit qu'il protégera le plus jeune, peu importe son âge. Et d'une manière ou d'une autre, j'avais raté ça. Il contrôle tout, a-t-elle chuchoté. Mon téléphone, mon argent, mon emploi du temps. Mon estomac s'est noué. De quoi as-tu besoin de ma part? Elle m'a regardé droit dans les yeux, pour la première fois la nuit, peut-être pour la première fois depuis des années. Et j'ai revu la vieille Chloé, la Chloé courageuse, la sœur dont je me souvenais. J'ai besoin d'une porte de sortie. J'ai serré sa main. Tu en as une. Une portière de voiture a claqué quelque part dans la rue. Nous avons toutes les deux levé les yeux. Le temps pressait. Je me suis penchée plus près. Écoute-moi attentivement. Elle a hoché la tête. 2 mains. Des documents, des relevés bancaires, des dossiers médicaux, tout ce qui est important. Fais des copies. Cache-les. Puis appelle-moi. Peux-tu faire ça? Chloé a inspiré de manière tremblante. Oui. Bien. La réponse semblait plus solide que tout ce qu'elle avait dit de la soirée. Avant de retourner dans la maison, elle m'a arrêtée. Isabelle? Quoi? Ses yeux cherchaient les miens. Pourquoi tu n'as pas peur de lui? J'ai failli rire, non pas parce que la question était drôle, mais parce que la réponse était simple. Pendant 20 ans, j'avais géré des crises, des urgences et des gens qui pensaient que l'intimidation les rendait puissants. Marc n'était pas spécial. C'était juste un autre tyran qui avait finalement choisi la mauvaise cible. J'ai souri doucement. Parce que j'ai affronté des gens bien pires que Marc.
Puis je suis partie. Derrière moi, la porte d'entrée s'est ouverte et je savais une chose que Marc ignorait. Au moment où Chloé avait demandé de l'aide, il avait déjà perdu. La plus grande erreur que font les gens face à une personne manipulatrice est de croire que la confrontation en elle-même est la victoire. Ce n'est pas le cas. La confrontation est simplement le moment où la vérité devient visible. La véritable victoire se prépare à l'avance, calmement, patiemment, pièce par pièce. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai parlé à Chloé presque tous les jours. Pas par des appels téléphoniques normaux au début, car Marc les surveillait. À la place, nous avons utilisé des méthodes qui auraient semblé ridicules à n'importe qui d'autre. Des emails cachés dans des recommandations de livres, des messages glissés dans des demandes de prêt à la bibliothèque. Des petites notes transmises par des amis de confiance. Rien d'illégal, rien de dramatique, juste assez de communication pour rester connecté tout en gardant Marc dans l'ignorance. Pendant tout ce temps, j'ai suivi le même principe qui m'avait guidé tout au long de ma carrière militaire. Ne jamais avancer plus vite que ces renseignements. Recueillir l'information d'abord, agir ensuite. Les preuves se sont accumulées rapidement, bien plus vite que je ne l'espérais. À la fin de la première semaine, j'ai compris quelque chose d'inquiétant. Marc n'était pas seulement contrôlant, il était désespéré. Et les gens désespérés font des erreurs, beaucoup d'erreurs. Chloé a commencé à copier des documents dès qu'elle le pouvait. Relevés de compte, dossiers d'assurance, actes de propriété, tout. Un après-midi, elle m'a appelé depuis le parking d'un supermarché, la voix tremblante. « Isabelle, j'ai trouvé un autre compte. » Je me suis redressée immédiatement. Quel genre de compte? Un compte d'épargne de nom. Le silence qui a suivi en disait long. Marc l'avait caché. Depuis des années, le solde s'élevait à près de 160 000 €. De l'argent dont Chloé ne savait rien. De l'argent accumulé pendant que Marc prétendait sans cesse qu'il n'avait pas les moyens de partir en vacances. De faire des réparations ou de prévoir la retraite. Cette découverte a tout changé, car l'abus financier laisse une trace écrite, et les traces écrites ne mentent pas. Quelques jours plus tard, une autre pièce du puzzle a fait surface, puis une autre. À la 2e semaine, nous avions des documents montrant que Marc avait discrètement transféré des fonds entre les comptes pendant des années. Pas illégalement, pas tout à fait, mais de manière trompeuse, très trompeuse. Chaque nouveau document renforçait Chloé. Je pouvais l'entendre dans sa voix. La femme qui chuchotait autrefois parlait maintenant avec plus d'assurance. La femme qui s'excusait constamment posait désormais des questions importantes, des questions stratégiques sur les avocats. Le logement et la reconstruction de sa vie. La vieille Chloé revenait lentement et Marc n'en avait aucune idée. Un soir, elle m'a appelé alors qu'elle était assise dans sa voiture. « Je peux te demander quelque chose? » « Bien sûr. Est-ce que tu as déjà eu peur à l'armée? » J'ai souri. Quel genre de question est-ce? Une question sérieuse. J'ai réfléchi attentivement, puis j'ai répondu honnêtement, tout bon chef a peur. Vraiment? Bien sûr. Ce qui les rend différents, c'est qu'ils avancent quand même. Pendant plusieurs secondes, elle n'a rien dit. Puis je l'ai entendue expirer, un long soupir, le genre de souffle que les gens lâchent quand ils commencent enfin à croire en eux-mêmes. D'accord. D'accord quoi? Je suis prête. C'est à ce moment-là que j'ai su, non pas que nous avions gagné, mais que Chloé n'était plus prisonnière mentalement. La prison émotionnelle se fissurait, et une fois que cela arrive, tout le reste devient possible. Le lundi suivant, je l'ai emmenée rencontrer une avocate, Maître Lefebvre, une femme d'une 60aine d'années, vive, expérimentée et absolument intrépide. Après avoir examiné les documents, Maître Lefebvre a retiré ses lunettes et s'est penché en arrière. « Que c'est votre mari de tout cela ?» Chloé a secoué la tête. « Rien. » L'avocate a souri. « Parfait. » J'avais déjà vu ce sourire. C'est celui des professionnels quand ils réalisent que les faits sont plus solides que prévu. Pendant près de 2 heures, elle a passé en revue les preuves, les rapports médicaux, les photos, les emails, les témoignages. À la fin de la réunion, elle a regardé Chloé droit dans les yeux. « Vous avez des options. » Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Pas de tristesse, mais de soulagement pur. Parce que pendant des années, Marc l'avait convaincue qu'elle n'en avait aucune. C'était ainsi qu'il maintenait son contrôle, par le désespoir. Une fois que l'espoir revient, le contrôle s'effrite. La dernière pièce est arrivée de manière inattendue. Ironiquement, c'est Marc lui-même qui l'a fournie. 3 jours plus tard, Chloé a découvert des preuves d'une liaison. Au début, elle ne voulait pas enquêter, elle a presque ignoré les signes. Puis elle s'est souvenue d'une chose que je disais aux jeunes officiers. La vérité ne devient pas moins vraie parce que vous l'évitez. Alors elle a cherché et elle a tout trouvé. Messages, reçus d'hôtel, photos, des mois de tromperie. Quand elle m'a montré les preuves, je n'ai pas été choquée. Les hommes comme Marc croient souvent que les règles ne s'appliquent qu'aux autres. Cette découverte n'était pas satisfaisante sur le plan émotionnel, mais elle était stratégiquement utile. Très utile. Au début de la 4e semaine, tout était prêt. Les documents, les dépôts plaintes, les protections financières, le plan de relogement. Chaque détail était soigneusement réglé. Il ne nous manquait plus que le bon moment. Marc nous l'a donné lui aussi. Sa fête d'anniversaire, une grande réception dans un club de golf local,
avec des amis, des collègues, des voisins, des dizaines d'invités. Le public idéal. J'ai presque ri quand Chloé me l'a annoncé. Pendant des années, Marc avait soigneusement géré les apparences. Il tenait énormément à son image, à sa réputation, à son statut. Cette fête représentait tout ce qu'il valorisait, ce qui en faisait l'endroit parfait. La soirée est arrivée, chaude et claire. Le club bourdonnait de conversation. Les flûtes de champagne tintaient. La musique flottait dans la salle de réception. Les gens riaient, souriaient, célébraient. Marc savourait chaque seconde. Je l'observais de l'autre côté de la pièce alors qu'il passait d'un groupe à l'autre, serrant des mains, racontant des anecdotes. Jouant le rôle du mari accompli, du professionnel brillant, de l'homme à qui tout réussit. Personne d'autre ne savait que la représentation touchait à sa fin. À un moment donné, il a levé son verre. Merci à tous d'être venus. Des applaudissements ont suivi. Puis il a passé un bras autour de Chloé, un geste qui paraissait affectueux jusqu'à ce qu'on remarque à quel point elle s'était raidie. Je n'aurais rien pu faire sans ma femme. Nouveaux applaudissements. Puis est venue la phrase qui m'a retourné l'estomac. Elle ne risque pas de me quitter. Plusieurs invités ont ri. Chloé non. Moi non plus, parce qu'il le pensait et il le croyait. C'était là tout le problème. Il pensait sincèrement qu'elle lui appartenait. Quelques instants plus tard, Maître Lefebvre est entré dans la salle. Elle portait un tailleur bleu marine et tenait une fine sacoche en cuir. Rien de dramatique, rien de théâtral, juste du sérieux. J'ai vu Marc la remarquer. La confusion a traversé son visage, puis l'inquiétude, puis l'incertitude. Intéressant, peut-être qu'une partie de lui savait déjà. L'avocate s'est approchée calmement. Chloé a fait un pas en avant. La salle est devenue progressivement plus silencieuse. Les gens sentaient qu'il se passait quelque chose. Les conversations ont ralenti, les têtes se sont tournées. Marc les a regardées tour à tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Maître Lefebvre a ouvert sa sacoche. Chloé a pris plusieurs documents, puis elle les a remis directement à son mari. Le silence est devenu absolu. Marc fixait les papiers. Son visage a perdu ses couleurs, progressivement, comme quelqu'un qui regarde une tempête approcher. Non, un seul mot, à peine audible. Puis, non, encore, plus fort. Chloé restait parfaitement immobile. Pour la première fois depuis mon arrivée, elle semblait complètement calme, complètement libre. Les yeux de Marc parcouraient rapidement les pages. Demande de divorce, divulgation financière, avis juridique, tout y était. La réalité l'a enfin rattrapé. Le contrôle s'était envolé. Les secrets étaient exposés. L'avenir qu'il pensait posséder avait disparu. Son regard s'est braqué sur moi, à travers la salle, à travers des dizaines d'invités stupéfaits, à travers des années d'arrogance. « Qui diable es-tu » a-t-il exigé. Plusieurs personnes ont paru choquées. Pas moi. J'attendais cette question. Non pas parce que j'avais besoin de reconnaissance, mais parce qu'elle révélait une chose importante, après 8 ans dans la famille. Marc ne me connaissait toujours pas. Pas vraiment. Il ne s'en était jamais donné la peine. Il voyait ce qu'il voulait voir. Une femme tranquille, une jardinière retraitée, une sœur aînée inoffensive. Rien de plus. J'ai soutenu son regard calmement, puis j'ai souri. La personne dont tu aurais dû te méfier dès le début. La pièce est restée silencieuse, et pour la première fois de la soirée, Marc a eu l'air d'avoir peur. La peur change les gens. Parfois, elle les fait fuir. Parfois, elle les pousse à se battre. Et parfois, quand une personne a passé des années à croire qu'elle contrôle tout, la peur la fait s'effondrer devant tout le monde. Cette nuit-là au club de golf, j'ai vu Marc commencer à se désagréger. Au début, il a essayé la colère. C'était prévisible. Les gens comme Marc commencent presque toujours par la colère parce que cela leur donne un sentiment de puissance. Il a jeté les documents sur une table voisine. C'est ridicule. Personne n'a répondu. Il a regardé Chloé, puis Maître Lefebvre, puis moi. Sa voix a monté d'un ton, elle ment. Toujours pas de réponse. Le silence autour de lui est devenu plus pesant. Car la vérité a un effet étrange sur une pièce. Une fois que suffisamment de gens la reconnaissent. Les mensonges sonnent soudainement beaucoup plus faux qu'avant. Les invités n'entendaient plus un mari confiant, ils entendaient un homme aux abois, et il faisait la différence. Marc a fait un pas vers Chloé. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu l'ancien schéma revenir. L'intimidation, la pression, l'attente qu'elle recule, qu'elle s'excuse. Qu'elle se rende. Au lieu de cela, Chloé est restée là, calme, stable, le regardant droit dans les yeux. L'expression sur le visage de Marc était presque pénible à voir. Non pas parce que j'avais pitié de lui, mais parce qu'il ne comprenait sincèrement pas ce qui se passait. Pendant des années, il avait entraîné Chloé à douter d'elle-même, à demander la permission. Et là, soudainement, elle ne faisait plus rien de tout cela. Cela le terrifiait. Maître Lefebvre a calmement récupéré les documents sur la table. « Monsieur, vous avez officiellement été signifié. » Marc l'a ignoré. Toute son attention restait fixée sur Chloé. « Tu ne peux pas faire ça, a-t-il dit. Elle a répondu doucement, « Je l'ai déjà fait. »
Ce n'était pas fort, ce n'était pas théâtral, mais c'était peut-être la phrase la plus forte que j'ai jamais entendue de la part de ma sœur. La salle est restée muette. Puis Marc s'est tourné vers moi, les yeux plissés. C'est toi qui as fait ça. J'ai haussé les épaules. Non. Quoi? C'est Chloé qui l'a fait. Hilaria merriment. Chloé ne serait jamais capable de monter un coup pareil. Au moment où ces mots sont sortis de sa bouche, j'ai vu plusieurs invités échanger des regards. Car tout le problème était là. Ce n'était pas l'argent, ni la liaison, ni même le contrôle en soi. C'était le fait que Marc croyait sincèrement que Chloé était incapable. Cette croyance avait empoisonné leur mariage dès le début. Chloé l'a entendu elle aussi. J'ai pu le voir sur son visage. Et pour la première fois, elle a semblé presque triste pour lui. Pas effrayée, pas en colère, juste triste, comme quelqu'un qui voit enfin clairement une personne brisée. La fête s'est terminée peu après. Les gens sont partis discrètement. Certains ont offert leur soutien, d'autres ont évité le contact visuel. La nature humaine ne change jamais. Quant à Marc, il est parti furieux avant la fin de la soirée. Ce serait la dernière fois que je le verrais dans un contexte social. La procédure judiciaire a duré plusieurs mois, plus longtemps que Chloé ne l'aurait voulu, mais moins longtemps que ce que maître Lefebvre craignait. La raison était simple, les faits. Les faits sont têtus. Les relevés bancaires existaient. Les comptes cachés existaient. La liaison existait. Les preuves étaient là. Aucune explosion de colère ne pouvait les faire disparaître. Tout au long de la procédure, Marc a continué à prétendre qu'il était la victime. Ce n'était pas surprenant non plus. Certaines personnes construisent leur identité sur le fait de ne jamais avoir tort. Admettre une faute leur semble impossible, alors ils réécrivent la réalité. Mais le tribunal n'était pas intéressé par une réalité réécrite, il s'intéressait aux preuves. Et les preuves racontaient une toute autre histoire. Au moment où tout a été conclu, Marc a perdu bien plus qu'il ne l'imaginait. Une part substantielle de ses biens, sa réputation. Plusieurs opportunités professionnelles et ses relations avec des gens qui le voyaient enfin tel qu'il était. Plus important encore, il a perdu le contrôle, la seule chose qu'il chérissait par-dessus tout. Chloé, quant à elle, a gagné quelque chose de bien plus précieux, la liberté. La première fois que j'ai visité son nouvel appartement, elle a pleuré avant même que nous ayons déballé le premier carton. Pas parce qu'elle était dépassée, mais parce qu'elle pouvait enfin fermer une porte à clé en sachant que personne ne viendrait exiger des explications. Elle pouvait faire ses courses sans demander de permission. Elle pouvait appeler ses amis sans être surveillée. Elle pouvait s'asseoir tranquillement et lire un livre pendant 3 heures si elle en avait envie. Des choses simples, des choses que la plupart des gens tiennent pour acquises, mais qu'elle avait lentement perdues au fil des ans. Un après-midi, plusieurs mois après la finalisation du divorce, nous étions assis ensemble sur son balcon à boire un café. L'air printanier était doux. Pour la première fois depuis très longtemps, Chloé avait l'air apaisée. Vraiment apaisée. Pas ce sourire de façade qu'elle avait porté pendant des années. Une paix réelle, le genre de paix qui détend les épaules et change la façon de respirer. Elle a remué son café lentement, puis m'a regardé. Je peux demander quelque chose? Toujours. Elle a souri. Quand est-ce que tu as su? Je savais déjà ce qu'elle voulait dire. Quand avais-je su que quelque chose n'allait pas? Elle a hoché la tête. J'ai réfléchi un instant. La vérité? S'il te plaît. Je m'en doutais il y a des années. Son expression s'est assombrie. J'aurais dû dire quelque chose. Non, j'ai secoué la tête. Chloé, les gens quittent ces situations quand ils sont prêts. Elle a baissé les yeux. J'ai gâché tellement de temps. J'ai tendu la main et j'ai serré la sienne. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as survécu. Des larmes sont apparues instantanément. Parce que les survivants se blâment souvent pour les années passées à endurer. Ils oublient à quel point la survie est en fait difficile. Ils oublient combien de courage il faut simplement pour continuer. Je n'ai pas été très courageuse, a-t-elle chuchoté. J'ai souri. C'est là que tu te trompes. Elle avait l'air confuse. Alors, je lui ai dit ce que j'avais appris pendant 20 ans sous l'uniforme. Les gens pensent que le courage signifie courir vers le danger. Parfois, c'est vrai, mais le plus souvent, le courage signifie dire la vérité après des années de silence. Le courage signifie demander de l'aide. Le courage signifie croire que l'on mérite mieux. Ces choses-là sont souvent bien plus difficiles. Chloé a essuyé ses yeux puis a ri doucement. Tu sais toujours quoi dire. Non, ai-je souri, j'ai juste eu plus d'entraînement. 1 an plus tard, la vie était bien différente. Chloé a accepté un poste de direction dans une association à but non lucratif pour l'alphabétisation. Elle a renoué avec ses amis, a recommencé à voyager, à rire. Parfois, je retrouvais des éclats de la femme qu'elle était autrefois. D'autres fois, je voyais quelqu'un de totalement nouveau, de plus fort, de plus sage. Quelqu'un qui avait traversé le feu et en était ressorti transformé. Quant à Marc, j'ai eu quelques nouvelles occasionnelles par des connaissances communes. Rien de dramatique, rien de particulièrement satisfaisant, juste des conséquences ordinaires. Et honnêtement, cela me semblait approprié. La vraie vie offre rarement une vengeance de cinéma.
Elle offre la responsabilité, lente, régulière et inévitable. Un dimanche après-midi, presque exactement 1 an après l'arrivée de ce fameux SMS. Chloé et moi étions assis sur mon perron à regarder le coucher du soleil. Le même perron où j'avais reçu son code de détresse. Le même perron où tout avait changé. Pendant longtemps, aucune de nous n'a parlé. Puis elle a posé la question que j'attendais secrètement, et si je n'avais jamais envoyé le message. J'ai regardé l'horizon. La lumière orangée s'étendait sur le ciel. La réponse est venue facilement, parce qu'elle était vraie. Je t'aurais trouvé de toute façon. Elle a ri à travers ses larmes, puis a posé sa tête contre mon épaule. Pendant un moment, nous sommes simplement restés là. 2 sœurs, plus vieilles, plus sages, pleines de gratitude. Et j'ai réalisé une chose. Les gens supposent souvent que la chose la plus importante que j'ai apprise pendant 20 ans à l'armée était le commandement. La discipline ou la résilience. Ces choses comptaient, bien sûr. Mais la plus grande leçon était plus simple. N'ignorez jamais un appel à l'aide discret. Parce que parfois, 4 mots ordinaires peuvent sauver une vie. Et parfois, la mission la plus importante que vous aurez à accomplir n'a rien à voir avec le service de votre pays. Parfois, il s'agit simplement de ramener un membre de sa famille à la maison.